Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 13 novembre 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le fait du jour. Le fait du jour a pour invité un chef d'entreprise qui est en même temps journaliste et écrivain et qui est un militant très ardent de la liberté. J'ai nommé Georges Clément. Bonjour Georges Clément. Bonjour Claude, bonjour aux téléspectateurs. Voilà. Georges Clément est quelqu'un qui a passé sa vie à se battre et d'ailleurs il continue. Et il vient de nous donner un ouvrage dont je ne saurais que vous recommander la lecture, car il est à la fois terriblement tonique et en même temps prenant, et il a un côté dramatique. Voici donc Assaut contre l'Occident chrétien, aux éditions Godefroy de Bouillon, de Georges Clément. Le sous-titre est 1996-2006, 10 ans de combat sur Internet. Alors, Georges Clément, étant donné qu'il y a quand même 2 ou 3 personnes dans le lot de nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, je le dis presque souvent pour nous inviter, parce qu'on invite des gens très connus. Donc, on va peut-être essayer de vous présenter, de vous connaître un peu mieux. Ce qui a marqué votre vie, c'est quand même votre origine pied-noir, c'est-à-dire que vous êtes originaire d'Oran, et vous avez quitté Oran, bien sûr, dans les conditions dramatiques que tout le monde sait en 1962, et ça a probablement marqué votre vie, et vous êtes par ailleurs chef d'entreprise. Alors pouvez-vous vous présenter de manière un petit peu plus complète? Bon, bien, pour l'origine, donc pour l'origine pied-noir, je suis né à Oran effectivement en 1944, et donc j'ai quitté Oran à 18 ans, à une semaine près, puisque c'était le 25 juin 62 et que j'ai dit mon anniversaire est du 7 juillet. Donc, effectivement, c'est dramatique. Vous dites, Claude, comme tout le monde le sait, je n'en suis pas si sûr que ça pour ceux qui sont nés après 1962, ils sont nombreux maintenant, car d'abord la France oublie très vite les événements qu'elle vit, et surtout les générations qui nous suivent sont des générations exonérées d'histoire. Donc, étant exonérées d'histoire par l'enseignement et l'éducation nationale elle-même, et en plus elles sont en plus exonérées d'une histoire qui sent le soufre aux yeux du politiquement correct, c'est-à-dire la guerre d'Algérie. Donc voilà. Et donc quand vous êtes revenu en métropole, vous avez bien entendu continué vos études et vous êtes ensuite dirigé, étant de nature illibérale, vers l'exercice d'une profession indépendante. Ah, absolument. Alors ça, je dois dire que ça a été une décision dès l'école supérieure de commerce, enfin donc d'étudiants, et c'est vrai qu'au fond je l'ai tenue. Je ne sais pas si j'ai réussi sur le plan professionnel. On ne réussit jamais réellement sur le plan professionnel dans une profession libérale, parce qu'il y a toujours le risque du marché qui peut s'éteindre. Et bon, ceci dit, à 34 ans que j'ai créé mon cabinet. Donc au moins il a duré ce temps-là. Mais il dure toujours. Oui, bon, pour l'instant. Mais c'est une décision d'étudiant. Effectivement, j'ai décidé dans la 3e année que je travaillerais pour mon compte, comme on dit si bien, et que je n'aurais pas d'entreprise à laquelle rendre des comptes. Et j'ai tenu ce pari, puisqu'au fond, j'ai eu 2 années de salariat comme directeur de marketing après mon diplôme, et très vite, en 74, 72, le diplôme étant de 69, j'ai créé ce qui maintenant s'appelle l'Institut Clément Conseil, qui s'appelait à l'époque Cabinet Clément Conseil, mais enfin ça c'est secondaire, et qui existe toujours. Voilà. Très bien, donc on vous situe un petit peu mieux, et là où les choses deviennent encore plus complexes, c'est qu'au fond, vous auriez pu, comme beaucoup, vous contenter de réussir au mieux possible, comme beaucoup de pieds noirs notamment, et comme beaucoup de Français en général, mais cela ne vous a pas suffi, si je puis dire. En tout cas, votre aspiration personnelle à la justice, à l'équité, votre sens de l'histoire vous ont poussé à militer pour la France, parce que finalement tout votre combat, c'est un combat pour la France, et ça n'était pas pour vous, vous n'y aviez que des coups à prendre, et pendant des années et des années, vous avez donc milité, que ce soit contre une certaine dérive européenne, pour la défense des valeurs françaises, et bien entendu, contre la progression de l'islam. Alors là, il faut peut-être essayer de préciser un peu les choses, parce que certains auront peut-être tendance à situer votre combat uniquement dans le cadre d'un certain dépit, pour ne pas dire plus. Je crois que c'est même bien plus qu'il faudrait dire, vis-à-vis des circonstances qui ont entouré le départ des Pieds Noirs d'Algérie, mais à travers la lecture de votre livre, dont je connaissais une partie, puisque je lis régulièrement vos chroniques sur Internet,
à travers ce livre, on découvre qu'au fond, c'est un vrai problème de civilisation. Oui, je rappelle aux téléspectateurs qui n'ont pas entendu probablement que sur une radio où vous avez officié longtemps, Claude, et qu'on ne nommera pas, mon ami Vladimir Vodkov, qui est mort maintenant, avait dit, il y a fort longtemps, hein, dans les années 97-18, hein, vous voyez, on remonte à 10 ans, qu'au fond, au fait, à l'époque où la guerre du Kosovo se pointait, ou menaçait, hein, donc elle a éclaté en 99, ça devait être l'année d'avant, qu'il y avait, au fond, sur le front civilisationnel, que Huntington a bien caractérisé dans son livre, que d'aucuns vilipendent sans cesse, le choc des civilisations. Le front civilisationnel avait commencé, au fond, avec la guerre d'Israël en 1948, s'était poursuivi avec un deuxième conflit grave que fut la guerre d'Algérie, malgré que certains l'englobent dans la décolonisation. Je prétends qu'en Algérie, le problème était différent du reste de la décolonisation, et là était le second combat de la résurgence arabique et de la résurgence musulmane, et le troisième était le Kosovo et la Bosnie, quand il parlait. Je crois qu'effectivement, c'était j'ai vécu le second des trois combats préliminaires à la confrontation qui a vu le jour en 2001. Et cette confrontation, en 3 exemplaires ou en 3 épisodes, s'additionne à une confrontation permanente qui est la constitution de Rabia. Il faudra peut-être expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est de Rabia et au fait que désormais nous sommes face à une immigration de masse en Europe et singulièrement en France. Voilà. Donc c'est le 4e phénomène contre lequel également vous vous insurgez. Mais est-ce que ce combat que vous avez mené à la fois sur le plan des manifestations, des écrits, des prises de parole, est-ce que ce combat vous paraît définitivement perdu? À travers vos écrits, on semble voir percer un certain pessimisme. Alors, ça dépend ce qu'on appelle par combat. Le combat continue parce que de toute façon, dans un combat, il y a au moins 2 participants, ou 2 protagonistes, et que même si l'un des 2 lâche prise, l'autre continue. Donc l'autre continuant, le combat continue. Par contre, si on veut dire que je crois, ou je ne crois plus, à une solution par la voie politique, et on entend la voie politique dans une république, l'élection, là, honnêtement, je n'y crois plus. Je dois être aussi honnête pour dire qu'il y a longtemps que je n'y crois plus. Je n'y crois plus depuis 2002, en réalité, hein, très précisément. L'élection présidentielle de 2002 a été, je pense, la fin de toute espérance d'une renaissance de l'esprit patriotique et public, et civique même, en France. Et depuis, hélas, mon analyse n'a pas été démentie, et la dernière élection de 2007, hélas, le prouve à la puissance 2. Ça, de ce point de vue-là, je suis pessimiste. Maintenant, le combat, lui, que voulez-vous, il va continuer, parce qu'il est évident qu'il y a un front islamique en Europe. D'ailleurs, M. Kadhafi l'a dit il y a à peine 6 mois. Si l'Europe et les États-Unis, car les deux sont englobés hein, dans le même combat, si l'Europe et les États-Unis ne veulent pas être islamiques, elles n'ont qu'à déclarer la guerre aux Arabes. C'est mot pour mot la déclaration de Kadhafi au printemps. La date m'échappe maintenant, mais enfin, c'est au printemps. Donc c'est clair, je pense que du point de vue des puissances dites musulmanes, la chose est certaine, claire, il y a un front, et le front, leur but, d'ailleurs il y a un imam américain qui l'a dit la semaine dernière aux États-Unis, que l'islam était là pour dominer les États-Unis et le diriger, et les diriger. Et l'Europe. Oui, mais, bien sûr, mais l'Occident en général. Si aux États-Unis, où l'implantation arabo-musulmane est assez faible par rapport à celle qu'elle est en Europe, hein, si on compare les masses, on ne peut pas comparer, évidemment, un imam se permet de dire une chose pareille en 2007, que dire en Europe, où Kadhafi, dans la même déclaration, disait qu'effectivement, il y avait 50 millions de musulmans en Europe, et que donc, effectivement, où l'Europe devenait islamique, ou alors elle faisait la guerre aux Arabes, mais elle n'avait pas le choix. Alors précisément, on en vient à Eurabia.
Le Rabia, c'est très très peu connu, même si le mot sonne d'une manière assez familière aux oreilles. Qu'est-ce que c'est exactement que Rabia? D'abord, il faut dire que Rabia est très ancienne, comme quoi les positions de nos hommes politiques sont des positions stratégiques de longue haleine, à un moment où on ne pouvait même pas imaginer la situation dans laquelle nous sommes. Rabia date des années 70, 72. Je rappelle qu'il y a eu un conflit au Moyen-Orient qui s'est appelé la guerre du Kippour, qui a eu lieu à ce moment-là, que ça a donné lieu au premier choc pétrolier, c'est-à-dire une menace de boycott par les puissances pétrolières de la péninsule arabique de cessation de livraison pour le monde occidental, et qu'à la suite de ce choc pétrolier, les Européens, car là c'est l'Union européenne, alors non, à la vérité, les conversations ont commencé avant la guerre du Kippour du côté français. Après que De Gaulle ait fait sa sortie contre Israël à l'époque de la guerre de 67, en disant, en parlant du peuple sûr de lui et dominateur, et en prenant donc parti pour la première fois pour la France depuis 1948, c'était un changement diplomatique total pour les puissances arabes, la France seule a commencé à négocier avec la Ligue arabe. Quand nous parlons du monde arabe, il s'agit bien au niveau diplomatique, il s'agit de la Ligue arabe. Et c'est au moment du choc pétrolier, donc ça c'est dans les années 69 à peu près, et au deuxième choc au premier choc pétrolier, donc 70-72, quand la guerre du Kippour a eu lieu, l'Union européenne a pris en charge les négociations, enfin ça s'appelait les communautés, mais c'était la suite des conversations. Ces conversations posaient le problème simple. Là, du côté de la Ligue arabe, nous vous assurons les approvisionnements pétroliers. Du côté européen, vous mettez, parce qu'au fond, vous mettez en place une politique d'accueil et de développement de développement culturel du monde arabe en Europe. Et en même temps, vous prenez des positions diplomatiques au niveau donc de l'ONU à ce moment-là, favorables ou plutôt non défavorables au monde arabe. Ça s'est appelé le dialogue euro-arabe, et en lettres anglo-saxonnes c'est l'EDA, je crois. Mais c'est un terme diplomatique. En fait, cette politique a commencé à être mise en œuvre à ce moment-là et se poursuit. Alors, ce qu'on voit de cette politique, c'est simple, c'est les positions à l'ONU de l'Union européenne et de la France, bien sûr, qui ne sont pas sans lien. Ça explique aussi toutes les positions sur les deux guerres d'Irak, par exemple. Encore que pour la première, le problème se posait. Ça explique, par exemple, l'Institut du monde arabe est né de là. Ça explique bien sûr l'érection des mosquées, qui est totalement indépendante de toute politique intérieure et les risques intérieurs d'insurrection. On les édifiera parce que ça fait partie du pacte. Et ça explique bien entendu les positions ahurissantes au regard des besoins économiques et des risques d'explosion de l'Union européenne et de la France en matière d'immigration. Voilà. Alors nous récoltons aujourd'hui les fruits de cette politique qui a été menée et assumée, si l'on ose dire, sinon dans ses conséquences, par les États européens, par la France. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une situation qui est bien connue, pas de tous, parce que beaucoup de gens l'ignorent encore, d'une immigration forte importante, d'une intégration plus que discutable, pour ne pas dire quasi inexistante pour beaucoup, et bien entendu d'une assimilation dont il n'est même pas question, et donc d'un véritable problème qui semble, d'après l'avis des meilleurs experts, une véritable bombe à retardement. Donc on a vu les premiers effets à l'automne 2005. Donc on peut se demander, compte tenu de tout cela et du passé de cette affaire, ça fait quand même plus de 30 ans que nous sommes dans cette évolution. Oui. 35 ans. 35 ans exactement. On peut se demander ce qu'il faudra pour inverser ce cycle auquel, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, les Français aspirent, cette inversion, alors même qu'ils n'en expriment pas vraiment le désir, mais nous en avons le sentiment à travers ce que l'on peut entendre. Mais vous disiez tout à l'heure, et j'en reviens aux prévisions, vous disiez tout à l'heure que vous ne croyez plus à la politique au sens des solutions qu'elle peut apporter, alors que doit-il se passer pour que les choses changent?
je serais tenté de dire il se passera ce qui doit se passer, ce qui évidemment ne va pas satisfaire les... Mais enfin, il y a des forces en route qui, comme les plaques tectoniques, qu'on le veuille ou non, finiront par l'une monter sur l'autre et vice-versa. Donc, de toute façon, des événements dits politiques, au sens du grand du mot politique, c'est-à-dire les conflits, les positions stratégiques des uns et des autres, auront lieu. Ce que je veux dire par le biais du politique et des élections, c'est que l'ensemble des élites françaises politiques, quand je dis élite, qu'on me fasse pas dire que je les considère comme au-dessus des autres, actuellement nous avons certainement le gouvernement du plus bas niveau intellectuel que l'on ait eu depuis 40 ou 50 ans. Donc c'est pas le mot élite n'est pas lié à leur capacité, mais au fait qu'ils aient le pouvoir. Mais on a une coalition socialo-majoritaire, notre ami Monique dit l'UMPS, je crois que c'est ce qu'il faut dire, mais auquel il faut ajouter l'extrême gauche dans ce domaine, qui est complice totalement de cette politique et impliquée dans cette politique. Donc, l'élection étant un choix entre plusieurs candidats qui peuvent éventuellement mettre en œuvre les forces de l'État pour faire une politique différente, et étant donné qu'ils sont tous d'accord sur cette politique-là, et peut-être engagés même de manière très prégnante, parce que je ne sais pas quel risque ils prennent. Est-ce qu'ils le savent eux-mêmes? Ah écoutez, là, il faudra leur demander, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je ne suis pas certain que des vrais risques ne pèsent sur les personnes des députés et des hommes qui sont au pouvoir, mais pas sur des vrais risques. Peut-être des menaces de mort, peut-être des problèmes de financement, certainement, etc. Mais bon, fermons la parenthèse, j'ai pas d'informations. Mais ils sont tous d'accord, donc qu'on élise les uns ou les autres, si je reviens à Eurabia, si vous voulez, à cet accord diplomatique qui enserre l'Europe entière dans des obligations immigrationnistes, il ne se passera rien. Ça continuera. Et la meilleure preuve, c'est la Hollande. La Hollande est un exemple extraordinaire. La Hollande a eu d'abord un choc terrible avec la mort de Theo van Gogh il y a 2 ou 3 ans, a eu un certain nombre de ses députés, dont Gert, son nom m'échappe, c'est un Hollandais, mais enfin, qui est devenu le chef d'une droite parlant fort et haut contre l'islam, puis surtout Hirsi Ali, voilà, qui finalement, au début, ont mobilisé en partie les Hollandais, psychologiquement, et qui finalement, politiquement, se sont fait mettre d'abord dans des prisons de haute sécurité pour être protégés, quand même. Il faut savoir qu'ils ont vécu dans des appartements aménagés dans des prisons de haute sécurité. Puis pour la jeune femme somalienne, expulsée, il faut appeler les choses par leur nom, expulsée aux États-Unis. Enfin, elle voulait y aller, mais enfin, on ne lui a pas dit de rester, on l'a même accusée de je ne sais quoi. Et récemment, la Hollande vient de cesser de lui accorder sa protection. Donc, on se trouve actuellement avec un gouvernement hollandais qui, au fond, applique le Rabia à la lettre, au détriment de ses propres citoyens, y compris lorsqu'ils sont assassinés dans la rue comme Theo van Gogh, et malgré le nom et la réputation de Theo van Gogh. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'issue politique, au sens donc classique du terme, puisque les Hollandais peuvent voter à droite ou à gauche, le problème reste le même vis-à-vis du problème islamique. J'imagine que vous faites le même constat, peu de choses près en France. Exactement. Alors j'aimerais faire un bref aparté à propos des bruits que nous venons d'entendre. Nous avons entendu sirène de police ou de pompiers, et je précise tout de suite qu'on ne venait pas chercher Georges Clément, même s'il nous est arrivé de vous faire arrêter dans une manifestation où vous n'étiez pas. Exact, voilà. Ça a été quand même extraordinaire. Les lecteurs pourront le découvrir, mais certains téléspectateurs nous ont fait la remarque qu'il y avait un peu de bruit parfois dans notre émission. Eh bien, figurez-vous que c'est volontaire. Pourquoi nous avons la possibilité d'enregistrer cette émission dans des conditions où il n'y aurait pas de bruit extérieur? Mais c'est volontairement que nous avons laissé ces bruits régner. Ils ne sont pas excessifs, d'ailleurs, ils permettent parfaitement d'entendre ce qui se dit, mais parce que je suis toujours frappé par un sentiment d'enfermement dans la plupart des émissions de télévision que nous pouvons voir. On a l'impression qu'on vit dans un univers aseptisé. Or, ma constatation la plus forte, et elle rejoint tout à fait votre analyse, c'est que nous sommes vraiment assis sur un volcan
et qu'il ne faut surtout pas empêcher les bruits de l'extérieur de rentrer. Il faut que tout le monde en prenne conscience. Donc voilà la raison pour laquelle certains téléspectateurs de bonne volonté, souhaitant la perfection sur la chemin de TV, me font parfois la remarque qu'il y a parfois du bruit. Donc voilà l'explication. Alors, revenons bien sûr au conflit que nous vivons en ce moment et au combat que vous menez. Vous avez, à l'occasion de différentes expressions ou manifestations, exprimé toujours des idées fortes, et je me demande quelle est la façon dont vous êtes reçu dans votre entourage. Parce qu'au fond, des gens comme vous, ils finissent par déranger un peu. Les gens ont envie d'une chose, c'est de rester sous les dodons. Alors, est-ce qu'on vous traite de, je sais pas, d'excité, vous êtes un homme calme quand même. Chef d'entreprise, en principe, on est calme. Puis surtout, j'ai plus l'âge des grands appartements. Mais non, il est vrai que quand on veut faire être lucide, on finit par risquer de se couper de tout le monde. Moi, je le dis très franchement, mes positions que j'ai prises, d'abord, je suis un homme d'Occident, donc on ne fera pas me dresser contre les pays occidentaux, qu'ils soient l'Australie, qu'ils soient les États-Unis, qu'ils soient Israël, parce que je considère que c'en est un. Alors, déjà, cela, c'est pratiquement un blasphème auprès de beaucoup de personnes avec lesquelles, par ailleurs, j'ai partagé des combats, bon, y compris souverainistes, par exemple. Bon. Alors, quand après, en plus, on est plutôt, on n'est pas plutôt, on est libéral économique. Alors je précise bien libéral économique, parce que le libéralisme est devenu aussi une espèce de fantasmagorie doctrinaire. Non, moi c'est pas ça. Je suis chef d'entreprise, j'estime qu'on doit être libre de son action et de vivre des fruits de son action. Donc tout ce qui empêche un individu, un Français ou autre, de créer une entreprise, et à partir du moment où il le fait honnêtement, et il y a une morale de l'entreprise, et il y a une morale, on ne fera pas dire que le chef d'entreprise a le droit de faire n'importe quoi avec son arbitraire, ce n'est pas vrai. Là c'est peut-être ma formation, enfin mon éducation chrétienne, bien que là aussi je sois un modéré, hein, mais quand même ça joue. On ne fait pas n'importe quoi, mais à partir du moment où on est honnête, au grand sens du mot honnête, français, pas moralement correct, honnête, un chef d'entreprise doit être libre d'agir pour le mieux, pour son entreprise, c'est-à-dire pour lui, car il est propriétaire de son entreprise, et bien sûr pour les employés qu'il a quand il en a. Bon, alors voilà, ça c'est mon libéralisme. À partir de là, je ne supporte pas les grandes organisations nationalisées. Mais ça, c'est depuis toujours. Quand j'étais à l'école supérieure de commerce, Renault m'exaspérait. Bon, depuis, elle est à 51% maintenant privée. Bon, mais enfin, elle m'exaspérait. Je ne vois pas comment et pourquoi des fonctionnaires, des gens qui n'ont aucune notion de ce qu'est le risque, auraient la science infuse pour gérer une entreprise qui, elle, manifestement, doit être dans le domaine du risque. Et si cette entreprise n'est pas dans le domaine du risque, du fait qu'elle est nationalisée, alors elle ne joue pas un jeu égal avec les autres, et ça m'insupporte. Comme il m'insupporte, je le dis franchement, de voir des chambres de commerce qui sont payées par nos impôts, je parle de nos impôts en tant qu'entrepreneur, donner des conseils aux entreprises ou des services en concurrence avec leurs propres adhérents. C'est insupportable. Une chambre de commerce ne devrait pas avoir le droit de faire de la formation, je le dis franchement, ne devrait pas avoir le droit de faire des analyses de développement économique pour une entreprise. Il y a des consultantes pour ça, qui en général font partie des chambres de commerce, votent aux élections et payent par le biais des taxes professionnelles les moyens de financement de ces chambres, et on voit ceux que nous payons et qui nous taxent, nous faire concurrence en facturant moins cher, c'est pas toujours vrai, mais surtout en facturant et en prenant des clients à... L'absurdité française est là. Alors, pour vous rassurer... Voilà, je suis libéral dans ce sens. Je ne supporte pas ce genre de... On l'a parfaitement compris, votre libéralisme est économique et, par conséquent, il ne va pas jusque ce libéralisme qui est devenu libertaire et qui n'a strictement rien à voir avec le vrai libéralisme, à mon avis en tout cas. Donc pour vous rassurer, je vous dirais quand même que dans un journal qui vient de paraître, un supplément économique du Figaro, on a interrogé un certain nombre de chefs d'entreprise ou de responsables d'organisations ou d'universitaires sur les raisons pour lesquelles l'économie française ne se porte pas bien. Eh bien, figurez-vous que sur les 25 personnes interrogées, il y en a quand même eu une
qui a dit qu'il y avait trop d'impôts et de charges. Ah, il y en a au moins une. une. Oui. C'est quand même bien. Si vous aviez été interviewé, il y en aurait eu deux. Voilà. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, je dois dire que cette position, pour répondre à votre question, me coupe aussi de tout un tas d'autres personnes qui sont aussi dans le combat. Donc, voilà, c'est très difficile, à un moment donné, de ne pas s'isoler si on veut, au fond, être lucide et dire, voilà. Mais il faut accepter de s'isoler aussi de temps en temps. Le combat l'exige. Et d'ailleurs, vous faites partie des orateurs de la Révolution bleue. Et ce n'est pas par hasard non plus que vous avez pris également fait et cause pour notre action, qui a d'ailleurs eu des résultats, puisque la Révolution bleue a été adoptée par M. Sarkozy, au moins en parole. Alors, je vais simplement rappeler à nos téléspectateurs l'ouvrage passionnant de Georges Clément, Assaut contre l'Occident chrétien, aux éditions Godefroy de Bouillon. Ils y retrouveront 10 années d'écrits de Georges Clément, assortis d'ailleurs d'un certain nombre de mises au point plus récentes et plus approfondies, oui. Ce qui donne une lecture qui apporte énormément aux lecteurs, et notamment aux lecteurs qui n'auraient pas vraiment suivi intensément tout ce qui s'est passé. Je pense en particulier que c'est une lecture qu'on devrait peut-être, pour un certain nombre de parents, avoir l'idée d'offrir à des jeunes gens qui, n'étudiant pas l'histoire, parce qu'on n'étudie plus l'histoire en France, ne savent même pas ce qui s'est passé dans les années récentes. Mon cher Georges, il me reste à vous remercier, à souhaiter que vous soyez toujours aussi tonique dans le combat. On a besoin de vous. Oui, bien sûr, et simplement ils peuvent, on peut dire aux téléspectateurs qu'ils peuvent encore se procurer quelques exemplaires qui m'appartiennent au prix de 30 €. Comment fait-on alors ils vont m'écrire. Ils vous écrivent. Georges Clément, 3 avenue de Madrid, 92 200 Neuilly-sur-Seine. Voilà. Georges Clément, 3 avenue de Madrid, c'est ça? Oui, avenue de Madrid, 92 200. Numéro 3 avenue de Madrid. 3 avenue de Madrid, 92 200 Neuilly-sur-Seine. Voilà. Très bien. Eh bien, madame, mademoiselle, monsieur, après avoir remercié Georges Clément de sa prestation, il me reste à vous remercier vous-même de nous avoir écoutés, à vous souhaiter bon courage et bonne chance à tous. À bientôt et vive la France.